Voilà, j'ai un petit message qui m'indique que c'est parti, on peut y aller. Donc, bonjour à tous. Je ne vois personne, mais je vous ai vu tout à l'heure, donc je visualise l'assemblée. Je vais me présenter. Je suis Magali Serle. Déjà, tout d'abord, j'étais très honorée de succéder à l'intervention de Martin. Effectivement, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'arrivée de la loi biodiversité et notamment de ses obligations à l'environnemental. Pour ma part, j'ai 15 années d'expérience dans le foncier environnemental. Alors, on a une expérience commune, puisqu'effectivement, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé au Conservatoire du littoral aux côtés de Marc Dincombe pour la délégation commerce. Et puis ensuite, j'ai pris la direction du Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie. Et c'est dans ce cadre que j'ai eu l'occasion d'expérimenter pour la première fois les obligations à l'environnemental. Et l'objet de mon intervention sera de témoigner des approches concrètes en termes de contrat ORE, obligations à l'environnemental, qu'on aura mis en place à la fois au sein du Conservatoire d'espaces naturels, mais aussi pour d'autres acteurs potentiels comme Terre de Liens, puisqu'effectivement, aujourd'hui, j'ai cessé mon activité au sein du Conservatoire d'espaces naturels. J'ai décidé de m'impliquer en faveur des citoyens, en faveur des entreprises et des collectivités, car j'ai la conviction qu'il faut aussi être dans des démarches ascendantes pour préserver la biodiversité. Et donc, je me suis installée comme indépendant et parallèlement, je suis administratrice de Terre de Liens. Et c'est à ce titre que j'interviens ce matin. Donc, l'obligation réelle environnementale, eh bien, c'est une véritable opportunité, comme l'a été dit en introduction tout à l'heure. C'est un outil extrêmement puissant pour les propriétaires particuliers pour préserver la biodiversité de leur terrain. Et effectivement, c'est vraiment un outil qui a été imaginé pour les propriétaires et qui, pour le coup, peut servir, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les politiques environnementales, les politiques publiques au sens large. Donc, je vais plutôt m'orienter dans ce cadre où je vais vous apporter mon analyse en tant qu'acteur foncier, en tant qu'acteur de politique publique, pourquoi une obligation environnementale peut être intéressante. Alors, tout d'abord, il y a des acteurs fonciers qui mènent des actions de préservation de la biodiversité et c'est leur mission, la mission est foncière. Et l'obligation réelle environnementale peut être un outil parmi d'autres, dans le cadre de leur boîte à outils, un outil foncier qui peut être très intéressant. Alors, bon, pour servir la politique des départements dans le cadre de leurs espaces naturels sensibles, pour servir la politique foncière du Conservatoire du littoral, pour servir la politique foncière de fondations et d'associations de protection de l'environnement, on en a cité tout à l'heure, la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, les conservatoires d'espaces naturels et d'autres. Dans le cadre de Contrat Natura 2000, il y a aussi des CPIE qui s'intéressent aux obligations réelles environnementales et bien évidemment des parcs naturels régionaux. Et puis, les ORE, c'est aussi un outil qui peut être très intéressant pour les structures comme Terre de Liens ou comme d'autres acteurs engagés en faveur d'une agriculture respectueuse du monde vivant. Je sais que la FNAB, la Fédération de l'agriculture biologique nationale, s'intéresse aux côtés de Terre de Liens sur ces questions. Donc voilà, en tant qu'acteur foncier, l'ORE évidemment intéresse. Là, je vous témoigne de l'obligation réelle environnementale qui a été mise en place en Normandie alors que j'étais directrice, pour vous montrer comment on a traduit cette obligation réelle environnementale en tant qu'acteur foncier. Là, il s'agissait d'un propriétaire particulier qui s'interrogeait sur la façon dont il pourrait rendre durable son implication en faveur de la nature. Il a une propriété assez conséquente, il mène une activité rurale parallèlement. Et il a décidé de travailler aux côtés du Conservatoire d'espaces naturels pour pérenniser son engagement dans le temps. Et on peut voir que pour pérenniser cet engagement, il a fallu bien évidemment quantifier, qualifier son terrain et voir quelles étaient les valeurs écologiques de son terrain pour identifier la valeur, on veut dire patrimoniale, la biodiversité patrimoniale qui méritait une attention particulière de la part
d'un acteur foncier comme le conservatoire d'espace naturel. Bien évidemment, on a eu beaucoup de chance parce que c'était un terrain très intéressant sur le plan écologique. Il y avait des zones à préserver. Il y avait un espace qui était, on va dire, aujourd'hui abandonné, mais qui avait tout à fait de l'intérêt pour le Seine, puisqu'il mène une mission de préservation des espaces en libre évolution. Et l'outil ORE est très intéressant puisqu'on s'inscrit dans la durée 99 ans. Et dans ces conditions, mettre en place des ORE présente un véritable intérêt. Et donc, à travers cette ORE, on a réussi à rendre à honorer plusieurs objectifs du conservatoire, à la fois dans sa mission de préservation des villes, à la fois préserver un espace en libre évolution. Donc, on a trouvé entente entre cocontractants et propriétaires pour porter cette ORE. Il y a d'autres acteurs qui sont intéressés dans le cadre des missions d'intérêt général qu'ils mènent, qui sont intéressés par les ORE. Je pense à l'État et la région en particulier, puisqu'ils mènent en fait des stratégies qui doivent être déclinées sur les territoires. Je pense à la stratégie de création des aires protégées, au SRADET. Excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait un souci de vidéo. Au SRADET, le schéma régional d'aménagement, du développement durable et de l'équité territoriale, au sein duquel nous avons la trame verte et bleue qui a été évoquée tout à l'heure. Il y a également la stratégie nationale et régionale de la biodiversité, pour lesquelles les ORE peuvent être un outil très intéressant. Bien évidemment, l'État a un intérêt particulier à utiliser les obligations environnementales pour faciliter les mesures compensatoires des aménagements. On s'est rendu compte qu'il y avait une grosse difficulté à porter ces mesures compensatoires. Et donc l'État a imaginé l'ORE comme une des solutions pour accélérer et faciliter ces mesures compensatoires, tout en considérant qu'il y a quand même l'éviter et le réduire avant la compensation. Mais bon, parfois il faut compenser, et donc l'ORE peut être un outil qui facilite les mesures compensatoires. Et puis enfin, il y a des engagements nationaux de qualité de l'eau, de la transition agricole qui concernent des ministères comme l'agriculture en particulier, l'agence de l'eau au sein du ministère de l'écologie. Donc, pour mener toutes ces orientations nationales et régionales, eh bien, les collectivités ont un rôle extrêmement prépondérant. Elles se sont vues porter de nouvelles compétences progressivement de plus en plus importantes dans le domaine environnemental, les EPCI, les agglos, les collectivités urbaines. Et l'obligation à l'environnemental peut être un outil foncier pour pour assumer leurs compétences. La trame verte et bleue et son plan d'action qui sera concomitant avec ce SRADET, la gestion des milieux aquatiques dans le cadre de leurs compétences GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et protection des inondations, où là, préserver des zones humides, préserver des périmètres de captage d'eau relève de leurs compétences, et l'ORE est un outil foncier qui peut les intéresser. Il y a aussi les mesures du plan climat, air, énergie territorial. Il y a aussi l'aménagement du territoire pour une agriculture périurbaine nourricière qui peut être aussi une solution pour mettre en place du maraîchage bio, par exemple, autour des grands centres urbains. Et donc, pour toutes ces politiques publiques à servir, l'obligation environnementale est un outil qui peut présenter des intérêts. Alors moi, je vais vous livrer une analyse assez comparative de ce que peut apporter l'ORE, l'obligation environnementale, par rapport à d'autres outils fonciers qui préexistaient. Parce qu'effectivement, on s'interroge toujours, finalement, est-ce qu'il n'y a pas redondance? Pour le coup, moi, je vais tout d'abord prendre la casquette d'un acteur foncier qui mène déjà des protections foncières efficaces, en particulier les structures privées comme les conservatoires d'espaces naturels qui ont mis en place de nombreuses conventions de gestion sur le territoire français. Je dirais 75% des protections assumées par les SEN relèvent de conventions de gestion et les 25% sont des acquisitions foncières. Donc il y a vraiment un engouement qui préexistait et qui existe toujours entre les propriétaires particuliers et les structures associatives comme les SEN pour préserver la biodiversité. La différence qu'on peut
fait aujourd'hui avec l'obligation réelle environnementale, c'est de sécuriser le devenir du terrain en cas de cession et de gestion des héritages, car, on l'a dit tout à l'heure, l'obligation réelle environnementale, elle pérennise la protection du terrain. Et ça ne concerne pas la personne, ça concerne le bien, le terrain. Et c'est une très grande différence, c'est vraiment déjà conventionné, mais qui ont voulu pérenniser cette protection dans le temps en anticipant la succession, puisqu'effectivement ils ont des enfants, mais ils se sont mis d'accord et ils se sont dit qu'il était important pour eux, philosophiquement, par rapport à leur engagement de personnes, de pérenniser leur engagement d'enfants, et ça s'est fait en accord évidemment avec leurs enfants, mais l'ORE va donner une durée de 99 ans pour leur propriété, qui est extrêmement forte et qui va demander après à leurs enfants de trouver un acquéreur s'ils souhaitent vendre, qui serait dans la même philosophie que leurs parents. Pourquoi pas plutôt une servitude? Quand on met une politique publique, effectivement, les servitudes sont très pratiquées, notamment pour les collectivités et l'État. Bien évidemment, la servitude, généralement, il faut lancer une déclaration d'utilité publique, et puis, comme on le disait tout à l'heure, il ne faut pas faire. Et là, l'obligation réelle environnementale, c'est on peut faire, et on a envie de faire. C'est vrai. Donc, il faut analyser le concept de concertation locale en cas de démarche volontariste, et puis être plutôt opportuniste si le contexte est favorable, plutôt que de partir sur une servitude, partons sur une obligation réelle environnementale. C'est plus rapide, c'est peut-être aussi coûteux, c'est ce que j'indique, puisqu'il y a un volet indemnitaire à fixer qui est nécessaire pour la servitude et qui pourrait être imaginé pour l'obligation réelle environnementale. Elle n'est pas obligatoire, mais en fonction du projet du politique publique, évidemment, il pourra y avoir une indemnité pour un changement de pratique ou pour maintenir une pratique qui était respectueuse du vivant. Pourquoi pas plutôt un bail emphytéotique? Voilà aussi, il faut se poser cette question. Pour le coup, au sein des acteurs du réseau des gestionnaires d'espaces naturels, il existe déjà des baux emphytéotiques qui fonctionnent. La grosse différence, c'est que l'emphytéose, elle transfère la jouissance du bien, c'est un contrat de louage, et là, l'obligation à l'environnemental, l'intérêt, c'est que ça permet au propriétaire de conserver sa jouissance de son bien, et puis d'avoir un partenariat avec une structure qui sera en phase avec lui sur son engagement. Donc c'est une approche quand même assez différente de l'emphytéose, et c'est vraiment en fonction de l'intention en fait de l'acteur public qu'il faudra jauger, apprécier l'outil le plus opportun. Pourquoi pas plutôt une acquisition, puisqu'effectivement les collectivités, dans le cadre de leurs compétences de GEMAPI pour les captages d'eau et les périmètres de captage d'eau, de nombreuses acquisitions sont engagées. Aussi pour les acteurs fonciers qui préservent la biodiversité, bien entendu, c'est l'outil le plus efficace aujourd'hui pour pérenniser les actions de préservation de la biodiversité. Alors évidemment, il y a un coût pour l'acquisition. Et l'obligation réelle environnementale, évidemment, permet de faire des économies. Donc ça peut être aussi un facteur de choix. Et puis en plus, on dépend du marché foncier. Quand il y a une acquisition, évidemment, soit on se retrouve avec une opportunité de vente, soit on essaye de négocier, d'être proactif pour négocier, mais si le propriétaire n'est pas vendeur, eh bien on est coincé. Donc on est en position plutôt passive. Et quand c'est vraiment un objectif d'intérêt général, il faut lancer une déclaration d'utilité publique, et là aussi c'est quelque chose d'assez lourd. D'autant plus que ce n'est pas forcément nécessaire d'être propriétaire, tout dépend du projet d'intérêt général, mais l'obligation réelle environnementale permet d'avoir un accord rapide, amiable, coopératif avec les propriétaires exploitants volontaires. Donc, ça, c'est vraiment en fonction de la stratégie de l'acteur qui mène sa politique publique qu'il faudra faire les bons choix. Et voilà, et quand une opportunité d'acquisition se présente, eh bien, est-ce qu'il y a un intérêt à mettre en place aussi une ORE, une obligation réelle environnementale pour un acteur qui mène une politique d'acquisition foncière? Eh bien, pour le coup, moi je l'ai expérimenté au sein du Conservatoire d'espaces naturels lorsque j'étais directrice. Nous, on a voulu sécuriser la transaction foncière parce qu'il y avait un risque vraiment réel de concurrence avec le monde agricole qui avait
pas forcément les mêmes intentions environnementales que le Conservatoire des Espaces. On a mis en place une obligation de valeur environnementale antérieurement à la transaction foncière pour sécuriser la question des engagements, et ce qui permettait aussi de nous assurer que si le SEM n'avait pas été retenu en comité SAFER, et bien que le candidat retenu par le comité SAFER doivent assumer le même engagement que celui qu'on avait prévu sur le terrain. Et puis, quand l'opportunité d'acquisition se présente, pourquoi pas devenir aussi propriétaire? C'est-à-dire, là, je change complètement de paradigme, et non pas d'être le co-contractant, mais directement le propriétaire, et de trouver un co-contractant qui mène une politique convergente avec, pour le coup, soit le SEM, soit Terre de Liens. Et là, ça peut aussi faire émerger des coopérations autour de la nature. Là, pour le coup, j'ai l'exemple des agences de l'eau les agences de l'eau ont bien réfléchi à ces outils qui les intéressent, pour faire bouger certaines lignes avec le monde agricole et sur la question de la qualité de l'eau. Et pour le coup, on a un cas qui se présente à Terre de Liens, en Alsace, où on est encore en phase de construction et finalisation du projet, mais l'idée, c'est que Terre de Liens, Alsace, se porte propriétaire, acquéreur du terrain d'un propriétaire exploitant qui part à la retraite, et qui va trouver pour co-contractant la collectivité, la commune, pour le coup, ou l'intercommunalité, je ne sais plus, mais je crois que c'est la commune, et qui va donc s'engager aux côtés de Terre de Liens, et ce qui va permettre en fait de construire un partenariat autour de ces terrains, puisqu'effectivement les agences de l'eau vont pouvoir apporter une indemnité et même financer une partie de l'acquisition foncière, donc ça ce sera la contrepartie financière pour Terre de Liens, et puis pour la collectivité ça va être l'occasion de s'impliquer finalement dans le cadre de sa petite. Donc pour conclure, pour avoir un petit peu analysé en tant qu'opérateur foncier la plus-value de l'obligation environnementale, c'est d'être proactif dans le cadre du bien évidemment, c'est important de se doter d'une stratégie foncière, de savoir où on veut aller, et l'ORE, ça reste un outil pour parvenir à une fin. C'est un outil parmi d'autres, et cet outil il est extrêmement intéressant parce que c'est une solution simple quand le propriétaire exploitant parfois, est attaché à son bien, il ne veut pas le vendre, et qu'il veut participer à la préservation de la biodiversité. Et en plus de cela, ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il va être accompagné par le co-contractant. Donc, pour l'acteur foncier, c'est une façon de sécuriser ses engagements environnementaux préexistants lorsque le propriétaire déjà avait une pratique vertueuse, ou même de faire changer des pratiques environnementales qui sont généralement agricoles et qui posent problème pour la qualité de l'eau, pour notre alimentation. Donc, ça, ce sont les deux intérêts qui sont vraiment fondamentaux et qui permettent en plus, ces deux intérêts en plus, ils ont une force très importante, c'est qu'on réussit à pérenniser ces accords dans le temps. C'est-à-dire que la notion de durée est très intéressante pour l'obligation à l'entretien. Et on peut vraiment, je pense, exploiter cet outil pour cela. En fonction des politiques publiques, je pense à l'agence de l'eau, évidemment, il y a une dotation financière qui est intéressante et possible. Il y a des volets indemnitaires qui sont prévus dans le cadre des programmes des agences de l'eau et qui permettent vraiment de soutenir ces démarches. Et pour le coup, ce qui est important malgré tout en tant que contractant, c'est d'appréhender ses engagements. C'est-à-dire que c'est bien de conduire sa politique publique. Derrière, il y a aussi des engagements. Et ces engagements, il faut pouvoir les porter, les assumer et avoir les compétences pour les assumer. Soit on peut les assumer parce qu'on a l'ingénierie en interne, soit il faut les externaliser. Les deux configurations sont possibles. Concrètement, comment ça s'est passé quand on a mis en place des ORE? Eh bien, il faut compter entre 2 et 5 mois selon la réactivité des notaires. Bien évidemment, la première étape, c'est de rencontrer le propriétaire
propriétaire rencontre son co-contractant, en fonction de qui prend l'initiative. Il faut bien évidemment avoir une étape d'identification du patrimoine naturel des biens. Alors, il faut être sur des grands ensembles. Hein. Là, je vous ai montré une cartographie intentionnellement pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Bon, nous, voilà, c'est le métier, hein, le métier de la biodiversité. Donc, on a eu un diagnostic assez fin pour identifier les principaux éléments naturels qu'on a pu remarquer et puis identifier la flore ou la faune menacée qui était présente sur le terrain. Ensuite, on a une étape d'échange entre signataires pour bien s'entendre sur les engagements réciproques. Et puis, on arrive à l'étape de l'acte de la signature de l'acte devant notaire. Et donc, qui a un certain coût, hein, à peu près 1 000 €, et qui permet en fait de sceller cet engagement dans le temps. Et puis, bien évidemment, ça c'est toute la phase préliminaire à l'ORE, et puis après, il faut la mettre en place, et c'est là où le partenariat se construit, et là où il faut mettre en place les bonnes pratiques, et il faut tenir pour chaque co-signataire ses engagements. Donc, bien évidemment, là, je me mets du point de vue du co-contractant, il faut être en mesure d'assumer ses engagements, tant du point de vue des investissements que du fonctionnement, parce qu'il y a du temps de salarié à mettre en place, à intégrer, pour suivre en fait ces personnes, ces propriétaires. Je vous ai apporté un petit témoignage de rédaction qu'on nous a mis dans les préoccupations du propriétaire. C'est un exemple, bien évidemment, on peut écrire autre chose, tout dépend en fait de la nature du terrain, c'est toujours pareil, hein, l'ORE c'est du cas par cas, c'est en fonction de la nature du terrain. Il est très important d'écrire, selon moi, des engagements qui sont réalistes et qui peuvent perdurer dans le temps. Moi, j'ai eu l'occasion, en tant que directrice, justement, de reprendre en fait l'écriture de ce qui avait été imaginé par les salariés de l'association, puisqu'ils avaient été trop loin dans les engagements des propriétaires, et il faut vraiment se mettre à la place. Il faut vraiment considérer que l'ORE, elle dure dans le temps, et il faut vraiment être très attentif à l'écriture des engagements, qu'il s'agisse d'interdiction ou d'intention. J'étais très attachée à ce qu'il y ait des intentions dans les ORE, puisque c'est aussi la plus-value de cette ORE, c'est d'être dans une démarche proactive, positive et non pas répressive. Moi j'ai été très attentive à mettre de l'affirmatif dans les engagements du propriétaire. Donc là, pour exemple, on avait mis ne pas recourir à l'usage de produits phytosanitaires d'intrants minéraux, c'est quelque chose de fort, il y avait des interdictions, mais après, on a mis maintenir la bonne fonctionnalité de la zone humide, conserver et entretenir les haies existantes plutôt que d'écrire ne pas arracher les haies, par exemple. Ne pas diriger de construction définitive sur la parcelle, là c'était un peu du propriétaire, il avait vraiment identifié les parties où il ne voulait pas de construction. Préserver, voire améliorer l'habitabilité de la mare permanente en suivant les modes de gestion définis ou de gestion. Donc là, on est aussi sur une démarche positive, proactive, plutôt que d'écrire ne pas remblayer la main. Voilà, nous, on était dans une démarche où le propriétaire est partie prenante dans son engagement et dans sa volonté de préserver la biodiversité. Autres exemples, pour le co-contractant. Alors là, pour le coup, je vous ai fourni l'exemple du Conservatoire d'espaces naturels. Donc, c'est quand même un acteur qui préserve la biodiversité. Donc, ses engagements sont assez conséquents, assez forts, hein, pour accompagner le propriétaire. On peut le lire ensemble, mais il s'agit de conseiller et d'accompagner l'exploitant pour favoriser l'accueil de la biodiversité, rédiger, mettre en œuvre, évaluer, reconduire un document de gestion écologique et approuvé par les parties au contrat. Donc là, c'est effectivement un engagement très fort, mais qui est lié à la mission du Conservatoire d'espaces naturels. Donc c'est ce que le Conservatoire d'espaces naturels pour aussi protéger, maîtriser foncièrement, qu'il s'agisse d'une convention de gestion, d'une acquisition ou d'une ORE. Même cette première étape de rédaction d'un document de gestion qui s'appuie sur un diagnostic écologique, d'expertiser la biodiversité et d'assurer la maîtrise d'ouvrage et travaux de génie écologique jugés opportuns pour restaurer ou préserver les habitats et les espèces recensées et qui, pour certaines, sont menacées de raréfaction, voire de disparition.
Et puis bien évidemment, quand on préserve la biodiversité, il faut évaluer la gestion dans le temps. Donc, les évaluations se font tous les 5 ans, tous les 10 ans, en fonction des documents de gestion. Ça, c'est nécessaire. Là, je vous ai mis un exemple d'engagement qui est effectivement très fort et qui concerne vraiment une biodiversité menacée. On peut tout à fait imaginer des engagements de co-contraction qui soient moins forts et qui soient en lien, par exemple, avec l'agriculture biologique, où l'engagement du co-contractant s'appuiera sur les clauses du bail réel environnemental ou sur les clauses ou sur la charte des organismes de certification d'agriculture bio. C'est ça qui est intéressant dans l'ORE aussi, c'est la liberté d'écrire ce qu'on a l'intention de faire. Donc pour le coup, en fonction des acteurs, nous aurons des contenus très différents, mais il faut bien avoir en tête qu'il faut se projeter dans le temps pour qu'il soit réaliste dans 50 ans, dans 90 ans, si jamais on a signé nos RE 29. Pour conclure mon intervention, finalement, moi, je voudrais simplement témoigner que les ORE, c'est vraiment un outil au cas par cas. Et comment peut-on déployer cette ORE massivement? Eh bien, moi, je m'interroge parce que l'avoir expérimenté me permet de partager avec vous mes réflexions. Pour le propriétaire volontaire, eh bien, sachez qu'à l'issue de la forte médiatisation qu'on a mise en place en Normandie autour des ORE, on a eu énormément d'appels de propriétaires qui sont très très motivés pour signer une ORE sur leur terrain parce qu'ils sont très attachés à la biodiversité de leur terre. Et là, eh bien, on a été confrontés au sein du Conservatoire des espaces naturels à gérer finalement des demandes de propriétaires qui ont des terrains sans biodiversité menacée. Et est-ce que c'est la mission d'un CEN d'aller sur la biodiversité ordinaire? Est-ce qu'il aura la ressource financière pour assumer cette charge de travail supplémentaire? Donc là, il faut que le propriétaire volontaire, eh bien, en fonction de la valeur écologique de sa propriété, il puisse trouver un co-contrat. Et là, je vous avoue que je serais très intéressée d'échanger avec vous sur ce point, car j'ai comme malheureusement l'impression que le fait d'avoir intégré un co-contractant dans la loi de l'ORE, finalement, limite, freine certains propriétaires à mettre en place des ORE parce qu'ils ne trouvent pas forcément de co-contractants qui seraient disposés à signer avec eux. Et puis, certains propriétaires aussi ont des attentes en termes d'accompagnement qu'il faut pouvoir aussi assumer en tant que co-contractant. Et là aussi, il faut trouver entente. Enfin, pour le co-contractant menant une politique publique, eh bien, les enjeux concernent davantage les accords qu'on peut trouver avec les propriétaires, surtout en cas de changement de pratique agricole par exemple. Il faut trouver des accords sur des mesures qui conviennent aux deux parties. Et qui va accepter ces accords? Effectivement, on est dans le cadre d'une animation foncière et l'ORE ne sera pas l'outil qui va réussir pour tous les propriétaires, et peut-être qu'il faudra partir dans le cadre d'une stratégie foncière vers une étape supplémentaire, secondaire, parallèle, qui sera peut-être malheureusement une déclaration du politique si on n'arrive pas à tout réussir dans le cadre des ORE. Mais en tout cas, je pense que c'est une étape très intéressante pour commencer une animation foncière. Et puis, bien évidemment, il y a la durée et l'indemnité éventuelle, qui peut être aussi un facteur délicat, parce que la durée, il faut pouvoir, en tant que co-contractant, l'assumer. Et puis, évidemment, au niveau de l'indemnité, s'il y a indemnité, il faut pouvoir aussi être en mesure de l'apporter. Voilà, enfin, pour terminer, le co-contractant n'a pas nécessairement la compétence biodiversité. Et là, il est parfois important de s'associer, indépendamment parfois de l'obligation environnementale, mais d'une compétence externe quand elle n'est pas interne, voire vraiment honorer ses engagements. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura permis d'avoir un petit panel de ce qui est possible d'imaginer quand on mène des politiques publiques. J'espère que ça a répondu à certaines de vos interrogations, et puis je vous propose peut-être d'interagir sous forme de questions-réponses pour
peut-être aller plus dans le détail sur certains témoignages que je pourrais vous apporter sur les ORE qu'on a mis en place en Normandie. Merci. Parce que, donc, quand même, pour préciser que lundi 25 janvier, Terre de Liens organisait aussi un séminaire interne sur les obligations réelles environnementales, avec la participation à distance de 45 personnes, et qu'il y a eu 2 configurations qui ont vraiment été étudiées au sein de Terre de Liens. C'est la possibilité, donc les ORE en tant que Terre de Liens fondation propriétaire d'une voilà. Et l'autre chose qui a été discutée, et où Terre de Liens, enfin en tout cas la discussion, les membres de Terre de Liens se posaient des questions, c'est Terre de Liens en tant que co-contractant. Puisque Terre de Liens est une association, enfin une organisation de droit privé qui se préoccupe de l'environnement, donc Terre de Liens peut être aussi co-contractant. Et là, ça posait un tas de questions à l'intérieur de Terre de Liens, effectivement, sur où trouve-t-on les moyens d'accompagner les propriétaires dans ces cas-là, est-ce que c'est légitime, est-ce que, etc. Donc il y avait quand même il y a pas mal de questions, et je trouve que c'était très intéressant, parce qu'il y a ces 2 configurations, il y a plein d'acteurs privés qui peuvent avoir ça, donc les fondations, et on pourrait imaginer d'autres associations de type de Terre de Liens, c'est-à-dire à la fois être possiblement propriétaire et ou, dans l'autre sens, être possiblement contractant, et du coup, c'est pas les mêmes postures et c'est pas les mêmes obligations. Voilà, c'était juste pour. Oui, alors oui, tout à fait. Peut-être. Propriétaire, puisque là, ça démarche d'être dans une animation foncière, et il peut être propriétaire et trouver un co-contractant, mais je dirais que la configuration la plus évidente, ça reste d'être co-contractant. C'est être co-contractant et de travailler avec des propriétaires qui ne veulent pas vendre, mais qui veulent s'engager. Parce que c'est quand même bien l'outil tel qu'il a été imaginé, je pense quand même, sa création, c'était quand même d'être dans une démarche ascendante. C'est-à-dire que les propriétaires particuliers, pour la première fois, ils ont un outil où ils peuvent être acteurs et accompagnés par des structures comme Terre de Liens, ou comme les SEM, ou comme une autre fondation, ou comme une collectivité qui vont les accompagner dans leur engagement citoyen. Je crois que les 2 configurations sont possibles, et pour le coup, on va expérimenter une configuration en Alsace qui sera une configuration où Terre de Liens sera propriétaire. Parce que c'est quand même, je dirais, c'est ce qui a créé Terre de Liens, c'était d'acheter des terres au départ, pour maîtriser le foncier, puisque effectivement, dans l'histoire, je dirais, des acteurs fonciers, je vais prendre le Conservatoire du littoral ou les conservatoires culturels, ça a été, le foncier, c'est le meilleur moyen de maîtriser finalement l'usage. Donc on est encore philosophiquement très empreint de la nécessité d'acheter et d'être propriétaire. Et l'obligation à l'environnemental, c'est une forme de révolution psychologique pour ces acteurs fonciers, parce que ça les rend une position où ils changent de paradigme, mais ils vont cesser d'être propriétaires, et ils vont être co-contractants, mais ils vont mener une mission tout à fait analogue à celle de propriétaire, sans en assumer la responsabilité de propriétaire, mais en assumant une responsabilité d'accompagnant. Et effectivement, ça révolutionne aussi le métier de Terre de Liens, si jamais on tend vers cette approche qui, de mon point de vue, est très intéressante à imaginer. Oui, Gilles Martin, donc, merci beaucoup pour votre présentation, parce qu'elle a ajouté et elle a illustré certains aspects que j'ai un peu sauté ou que j'ai trop peu développé, et j'ai trouvé que c'était très intéressant que vous montriez l'ORE face aux autres possibilités, acquisition, convention de gestion, etc., avec les avantages que ça pouvait présenter. Et puis vous avez aussi, et je voudrais juste dire un mot là-dessus, insisté sur l'aspect durée, et j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'il était important, lorsque les durées sont longues, de prévoir dans les contrats des clauses de révision, des clauses d'adaptation pour permettre d'adapter les obligations réelles environnementales dans le temps,
en fonction du changement de situation. Si on consent une ORE sur 99 ans, on a le changement climatique. Il est vraisemblable que la protection de telle espèce qu'on a prévu de mettre en place ne va pas pouvoir se faire dans les mêmes conditions aujourd'hui et dans 30 ans. Et il est important d'avoir des clauses qui permettent d'adapter les obligations. Donc, ce sont des clauses qui sont habituelles dans les contrats d'affaires, hein, qui s'appellent des clauses de révision ou des clauses de hardship, qui permettent de réviser les obligations des parties. Et ça, on y reviendra demain sur l'ORIC, parce qu'à propos de l'ORIC, on a prévu un dispositif tout à fait particulier d'adaptation, justement. En tout cas, merci beaucoup, et vraiment votre intervention complétait très utilement celle que j'ai pu faire. Ah bah, moi, c'était un honneur d'intervenir après vous. Hein. Vous savez, je suis ravie de partager ce moment. Et si, je dirais même que, bon, c'est vrai que j'ai, à titre personnel, des conditions vraiment profondes pour préserver la biodiversité. Et donc, je continue de m'engager dans ce domaine. Et c'est vrai que je suis un petit peu malheureuse de constater qu'on ne réussit pas à signer autant d'ORE que j'aimerais. Et je me rends compte que, si je reprends la diapositive d'avant, voilà, il y a quand même une histoire de rencontre finalement. C'est de l'alchimie entre des propriétaires particuliers qui sont volontaires et qui ont engagé, et des co-contractants qui mènent une politique publique. Et donc, il faut qu'on réussisse à les faire se rencontrer. Et parfois ça marche pas. Parfois ça marche pas parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Et c'est ce qui me chagrine un petit peu, c'est que effectivement la loi exige d'avoir un co-contractant et que malheureusement pour certains propriétaires, on se rend compte que malgré leur volonté, ils ne peuvent pas trouver de co-contractants. Et moi, je me suis même interrogée s'il ne fallait pas qu'on crée une association dédiée aux ORE, une association loi 1901 pour régler tous ces cas de figure où on n'aurait pas de co-contractants trouvés pour certains propriétaires avec une biodiversité qui ne soit pas menacée, qui ne soit pas forcément agricole, ou voilà, qu'on réussisse à faire avancer les lignes pour les propriétaires qui ont envie de s'engager. Alors je ne sais pas si je lance une perche, hein, mais... Oui, mais bon, en tout cas, vous dites que vous êtes malheureuse de ne pas voir se multiplier les contrats. Moi, depuis 2004, vous imaginez que je suis malheureux aussi, puisque j'essaye de promouvoir ça. Je crois qu'en fait, c'est moins l'existence d'un co-contractant que l'existence d'obligations réciproques. Qu'il y ait un co-contractant, bon, je ne pense pas que ce soit un gros frein. En revanche, ce qui est un frein, c'est l'obligation que ce co-contractant lui-même fournisse quelque chose. Et donc, on a essayé de le faire sauter, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, malheureusement, au Parlement, ça n'est pas passé. Olivier ? Oui. Olivier Gaspard. J'ai juste une question sur votre expérience, que ce soit à la Seine ou à Terre de Liens. Est-ce que le fait que certaines ORE soient conclues de manière tripartite a un véritable intérêt, notamment quand il y a un acteur public tiers, en plus que ce soit du côté de Terre de Liens ou que ce soit du côté de la Seine, ou est-ce que ça n'a pas beaucoup d'importance, une convention tripartite, la troisième personne peut être vraiment autre chose, quelqu'un d'autre qu'une collectivité territoriale ou un établissement public particulier. Est-ce qu'il y a un véritable enjeu d'avoir cette question-là? Merci. Là, j'aurais tendance à vous dire qu'il y a un co-contractant et un propriétaire. Vous pensez à quelle configuration? Celle de Terre de Liens Alsace, par exemple? Parce que pour le coup, Terre de Liens Alsace sera propriétaire et en face, il y aura une collectivité co-contractée. Oui, tout à fait. En fait, je pensais à la chose suivante. Vous avez une collectivité qui est propriétaire, collectivité territoriale, propriétaire d'un domaine privé,
qui va conclure une obligation réelle environnementale avec une entreprise en charge de compensation environnementale. Mais comme cette collectivité a une crainte de se faire berner entre guillemets par son co-contractant, elle décide d'avoir un tiers intermédiaire qui est soit son intercommunalité, soit un établissement public de coopération environnementale pour justement pas être toute seule face à l'aménageur qui est en charge de l'obligation de compensation. C'est pas comme ça que ça va se passer. Voilà. À mon avis. C'est une question, moi, désolé. Je ne sais pas si M. Martin, vous voulez parler sur... à mon avis, le schéma qui vient d'être évoqué, ce ne sera pas la collectivité qui, sur son domaine privé, va accorder une ORE, va consentir une ORE à l'aménageur. Elle va consentir une ORE, par exemple, à la collectivité de commune ou au département ou au parc naturel régional. Et elle va faire participer l'aménageur au contrat pour qu'il finance les mesures. Je pense que c'est dans ce sens-là. Mais le co-contractant, le bénéficiaire, ça ne sera pas l'aménageur, ce sera une autre collectivité ou une ONG. Je ne sais pas, enfin, si vous êtes d'accord avec moi. Oui, je dirais que là, en fait, c'est l'aménageur qui cherche finalement... Oui. C'est l'aménageur qui a négocié une obligation à l'environnemental pour justement compenser. Il y a une destruction d'espèces ou de faune, de flore, donc il doit compenser. Donc il doit compenser pour le coup dans votre cas de figure avec un propriétaire. Pour le coup, vous avez choisi un propriétaire public, mais ça peut être un propriétaire privé. Et donc, le cas de figure où là, justement, il y a potentielle jurisprudence, c'est qu'ils ont signé une ORE juste entre deux parties, c'est-à-dire l'aménageur, qui est le co-contractant, et puis la collectivité qui est propriétaire, le droit privé. Ou ça peut être un propriétaire, tout simplement, de droit privé. Donc là, effectivement, c'est le cas de figure où il n'y a pas la troisième partie. La troisième partie où vous parlez d'une collectivité. Donc la collectivité... une association de protection de la nature spécialiste dans le domaine de la biodiversité, elle peut se porter effectivement garante de la compensation écologique, mais dans ces conditions, moi je considérerais bien qu'il faudrait, c'est la négociation, mais c'est au moment où ça se négocie qu'il faut le faire comme ça, que le propriétaire signe une obligation environnementale directement avec celui qui s'engage dans le temps, c'est-à-dire la collectivité ou l'association de protection de l'environnement, et que, comme vous disait M. Martin, l'aménageur soit simplement le carnet de chèque pour pouvoir financer ces mesures dans le temps, dans la durée de l'ORE qui a été négociée. Qu'elle soit co-contractante, que l'aménageur soit co-contractant. J'entendais tout à l'heure M. Martin intervenir par rapport à ce cas un peu compliqué. Je dirais que, moi, mon point de vue, mais c'est purement personnel, mais si jamais on avait au sein d'un aménageur un spécialiste de la biodiversité qui est en mesure d'assumer les engagements de l'aménageur au regard de l'ORE, je dirais qu'à la limite, pourquoi pas qu'il soit co-contractant. Même si effectivement, sur le plan éthique, ça pose question, puisqu'il est détruit par ailleurs. Mais si il veut s'engager en direct avec un propriétaire et qu'il soit en mesure, en interne ou en externalisant auprès du spécialiste de la biodiversité ses engagements, dans la mesure où il assume ses responsabilités, moi je dirais que l'ORE est honorée. Même si sur le plan éthique, il y a effectivement un dévoiement de l'intention initiale de l'ORE. Voilà. Oui, je suis d'accord. J'espère que ça a répondu un petit peu à votre questionnement. On va prendre la dernière question de Nicole, puis après on va arrêter parce qu'il est l'heure, et on dira donc au revoir à tous ceux qui sont à distance. Nicole, c'est à toi. Oui, bonjour, c'est Nicole Alix à la COP des communs. Je pose la question pour qu'on la garde quelque part, je pense. Et merci beaucoup à tous les deux de vos apports. En fait, ma question porte sur les conditions de la valorisation des obligations de faire ou de ne pas faire. Est-ce que
dans votre expérience à tous les deux, il y a un regard qui est porté sur les conditions de valorisation ou de négociation, puisque on pourrait se dire que prendre l'engagement de faire ou prendre l'engagement de ne pas faire, ça a un coût, n'est-ce pas? Tout le monde le sait, évidemment, c'est pour ça qu'on contracte d'ailleurs. Et donc, pour moi, qui m'intéresse beaucoup aux outils qui servent justement à ce genre d'évaluation, voire de comptabilité, etc., etc. Et je voudrais savoir si, finalement, qu'est-ce qui prévaut? C'est la négociation en fonction, je ne sais pas quoi, du coût historique, du prix du marché? Est-ce qu'il y a des évaluations qui sont faites sur les 90 ou 5 prochaines années de ce que ça coûterait de maintenir un capital environnemental à sa valeur, enfin de maintenir le capital environnemental? Ou bien est-ce qu'il y a encore d'autres solutions qui consisteraient à dire je renonce à récolter de la part de ce bien tant et tant de revenus vers le futur? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde ça et est-ce que votre expérience permet de documenter cette question? Qui commence? Non mais allez-y, allez-y. Alors, la vraie question finalement, c'est oui, enfin, de ce que j'ai compris, enfin, la question c'est est-ce que de s'engager, ça demande un chiffrage? J'aurais tendance à vous dire oui, toujours, quand on préserve la biodiversité, on planifie en fait des actions de préservation. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est pour cette raison que je vous ai donné l'exemple d'un acteur de protection de la nature qui va faire un diagnostic initial, qui va identifier la valeur écologique du terrain et qui va rédiger un document de gestion pour une durée qui peut être de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans parfois, et qui est après évalué et qui permettra à l'issue de l'évaluation de rédiger un document de gestion. Donc, au sein de ce document de gestion, on identifie les actions de restauration, on identifie les actions d'intervention, de gestion, on appelle ça de gestion. Et puis, moi j'aime bien me dire aussi, on identifie les actions de non-intervention. C'est pour cette raison que je vous ai donné l'exemple des espaces en libre évolution, où là l'idée, c'est justement de ne rien faire et de laisser la nature évoluer librement. Donc, c'est le document de gestion qui va, au regard de la nature du terrain, clarifier ce qu'il faudra faire. Alors ça, c'est une difficulté, mais qui est courante chez les acteurs de la protection de la nature, c'est que là, quand on protège foncièrement un terrain, on n'est pas en mesure tout de suite d'avoir un diagnostic qui soit complet avant la signature d'une ORE ou avant une acquisition foncière ou une convention de gestion. Donc, on a identifié une valeur patrimoniale importante et c'est ce qui va motiver l'action foncière, la signature de l'ORE. Et la première étape, et c'est pour cette raison que c'est indiqué, il faut faire un diagnostic et il faut rédiger un document de gestion et il faut mettre en place des opérations. Donc ces opérations-là, elles sont chiffrées, elles coûtent forcément des sous et c'est en fait à l'acteur de protection de la nature de trouver les sous qu'il faut puisque c'est son engagement dans l'ORE. Donc là, on est très souvent, on se tourne très souvent vers l'État, vers la région, vers les fonds européens, vers le département, parfois vers des entreprises qui donnent de l'argent pour donner mécénat d'entreprise pour financer ces actions. Donc effectivement, ça a un coût. Je dirais que c'est pas, il ne faut pas le voir négativement parce que la biodiversité, effectivement, rare et menacée, elle coûte parfois elle coûte de l'argent, mais en contrepartie, la valeur de cette biodiversité menacée, elle est éternelle. Je dirais. Si on réussit à sauvegarder cette faune, cette flore, c'est qu'on réussit à la conserver pour les générations futures et c'est bien un investissement de long terme, on va dire. Voilà, je passe la parole. Oui, non, mais j'ai pas grand-chose à ajouter. Sinon, peut-être pour dire qu'en réalité, il y a des coûts qui sont très, très évidents et qu'on va vite évaluer. Par exemple, demander à un exploitant agricole de modifier ses pratiques
culturale pour respecter les obligations prises dans le contrat, ça va peut-être entraîner une perte de production de X%. Donc ça, on peut facilement évaluer et du coup prévoir les compensations à mettre en place. Notamment, j'évoquais tout à l'heure la présence d'un preneur à bail rural. C'est vrai que dans la négociation, le propriétaire va dire « je vous demande votre accord pour consentir une ORE. En consentant cette ORE, vous allez perdre 10% de votre production. Et donc, on va négocier la compensation de ces 10%. Ça pourrait être une baisse de loyer, ça pourrait être une extension du périmètre des terres louées, ça pourrait être d'autres choses. Bon. Et puis ensuite, il y a les coûts, les éléments d'évaluation qui sont plus compliqués à évaluer directement. Et vous avez évoqué la question du capital naturel. Alors, vous savez, évidemment, mais c'est vraiment dans les limbes encore, qu'il y a des groupes qui travaillent aujourd'hui sur ces éléments qu'ils appellent de care, comptabilité, je ne sais plus ce que veulent dire AR et E, mais enfin, c'est comptabilité qui intègre dans les concepts comptables autre chose que le capital financier et qui intègre le capital humain et le capital naturel. Et il y a des travaux aujourd'hui, de plus en plus. Ça va me permettre de lui donner un petit coup de chapeau, mais ma dernière doctorante, quand j'étais en activité, a soutenu une thèse sur le concept comptable de capital naturel et les implications juridiques de ce concept. Et donc voilà, ça existe, mais c'est encore à l'état de recherche et de réflexion. Voilà. Et sinon, après, j'adhère à ce qui a été dit, évidemment, par Magali. Et peut-être aussi, pour compléter sur le volet agricole, vous avez heureusement bien fait de me rappeler, mais effectivement, quand on est dans une transformation des pratiques, quand on est, pour le coup, dans une négociation d'ORE qui vise à faire changer des pratiques agricoles, eh bien, c'est la carotte qui va permettre aussi de faire changer les pratiques. Et donc, c'est l'indemnité. L'indemnité qui aurait été chiffrée, comme vous disiez, par rapport à la perte de gains qui est provoquée par ce changement de pratique. Et puis, il y a aussi, j'espère, on aura cela aussi dans le mouvement de Terre de Liens, des agriculteurs. Moi, je suis intervenue pour la FR-CIVAM. CIVAM, c'est des groupes d'agriculteurs. Pour que justement aussi les agriculteurs engagés en agriculture biologique depuis le début de leur carrière et qui vont bientôt partir à la retraite, très soucieux finalement du devenir de leur ferme, même si c'est pas forcément des terres dont ils sont propriétaires, mais ils ont envie de faire pérenniser en fait cette philosophie de travail agricole. Et bien, ils sont même aussi co-acteurs pour imaginer et négocier des obligations environnementales avec les propriétaires des terres qu'ils louent, pour que justement le propriétaire s'empare de cette question et soit disposé à trouver un preneur qui sera dans la même philosophie, en signant une obligation environnementale. Donc il y a aussi des configurations très intéressantes où le volet indemnitaire n'est pas forcément recherché. On est vraiment aussi sur des personnes qui sont engagées dans leur pratique agricole et qui veulent le pérenniser dans le temps. Et ça, je trouve que c'est très intéressant aussi comme configuration. Je vous remercie toutes et tous. Donc on a vu des liens apparaître avec la Comptacare, qui est vraiment un sujet qui est au cœur aussi de la réflexion sur les outils pour les communs. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, qui revient croisé. On reviendra et on insistera sur le fait qu'aujourd'hui, les agences de l'eau en France incitent à la signature d'obligations réelles environnementales et financent aussi bien les achats de propriété que les changements de pratique, parce que c'est un outil dont elles se saisissent par rapport à la protection des aires de captage d'eau, enfin de tout ce qui concerne l'eau, je n'ai pas les termes exacts.
Donc dans la suite, pour ceux qui sont à distance, on se retrouve demain matin pour la suite de la conférence sur les obligations réelles d'intérêt commun. Et puis pour ceux qui sont à distance et qui participent au workshop cet après-midi, on se retrouve à partir de 14h30 sur le lien qu'on vous a envoyé. Voilà. Et merci à toutes et tous d'avoir suivi et merci à l'équipe technique d'avoir assuré ce matin parce que c'est pas évident. Oui.